Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez répondre, hein, parce que j'en ai besoin. Je ne vais pas faire ça tout seul. Tout d'abord, merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. C'est un jour particulier. C'est censé être votre premier véritable jour de vacances. Et pourtant, vous êtes là. Voilà. Vous comptez sur votre passion, n'est-ce pas, professorale, pour vous pousser jusqu'au bout de cette journée. Mais après cette intervention, après cet atelier, vous serez véritablement en vacances. Donc voilà, véritablement, je vous remercie d'être là, même si je sais que ça n'est pas forcément évident, et même si vous êtes là par plaisir. Je crois qu'on peut commencer par vous applaudir, en fait. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mouhamadou. Voilà, c'est important parce que sur les réseaux, mon prénom ne filtre pas trop et que, voilà, évidemment, balance pour la balance, ça ne peut pas être mon prénom. Voilà. Bon, on est ici aujourd'hui pour parler de harcèlement. Avant qu'on aille un peu plus loin, il faut que vous sachiez qu'en fait, ce que je comptais faire avec vous aujourd'hui, je l'ai déjà fait en réalité, il y a quelques semaines lors d'un autre événement. Et j'ai dû changer quelques petites choses parce que le public était différent. Ce n'était pas des enseignants, c'était plutôt des parents, même si je sais que certains enseignants ici sont également parents, mais ça n'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, après coup, et en écho aussi à ce que j'ai pu faire l'an dernier, dans cette même salle, au même moment à peu près, eh bien, je ne voulais pas nourrir de regrets parce que l'an dernier, je trouve que ce qu'il a manqué, c'était un véritable temps d'échange avec les personnes qui étaient là. J'ai pris le micro, j'ai parlé, c'était chouette. Voilà, j'ai eu des applaudissements à la fin, c'était trop bien. Mais finalement, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'avoir un retour des collègues. Donc aujourd'hui, je vous le dis pour que vous vous prépariez, dans quelques minutes, lorsque moi j'aurai fini de parler, ce sera à votre tour. Donc encore un tout petit peu plus d'énergie, il faut se concentrer en se disant c'est possible qu'à un moment il passe et il me tende le micro, il faut que je sois prête. Voilà. Donc, maintenant que tout le monde est prêt, j'ai vu les visages, il y en a qui se crispent, disant mais j'étais pas prête pour ça, mais tu dois être prête pour ça. Voilà. Et l'année prochaine, si jamais on se revoit, sachez-le, c'est comme ça que ça se passe généralement. Voilà. Ceux qui étaient là l'an dernier le savent. J'aime bien lorsque ça tourne plutôt à l'entretien informel plutôt que le mec qui est posé sur la scène et qui vous donne des paroles comme ça. C'est pas vraiment, c'est pas le plus enrichissant pour moi. Je trouve le plus intéressant, c'est lorsqu'on est dans l'échange. Ceci dit, on peut passer aux choses un peu plus concrètes. Le harcèlement, c'est un phénomène qui, je crois, est revenu à la mode, voilà, sous le dernier quinquennat et dans les derniers mois avec le Premier ministre qu'on avait. On ne sait plus trop en ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Mais a priori, il devrait partir, mais pour l'instant, il est toujours en poste. On ne sait pas qui va le remplacer, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en tout cas, le harcèlement, lui, ne change pas. Ce n'est pas parce qu'on a mis la lumière dessus récemment que le fait est nouveau, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on en parle, ce qui est particulier, c'est que souvent, on ne s'accorde pas sur la définition. On a une idée de ce que c'est, mais on n'a pas toujours les mêmes mots. Et si on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas le même référent. Si on avait le temps, j'aurais commencé par vous demander votre définition. On aurait pu définir ensemble ce que c'était. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien que vous parliez un peu plus que moi. Donc je vais vous proposer une définition, ce n'est pas vraiment la mienne, c'est celle que j'ai trouvée en fait sur le site du service public, mais que je trouve relativement bonne. Voilà, parce qu'elle reprend les grands traits de ce que c'est que le harcèlement. Je vous la propose et puis si vous voulez, on en discutera un peu. Tout le monde voit ? Voilà. Je vais la lire, parce que j'aime bien ça. Le harcèlement, ce serait la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet la dégradation des conditions de vie de la victime, d'une victime. J'ai mis certains mots en rouge à dessein parce que ce sont des mots qui, je crois, sont en réalité les plus importants. Lorsqu'on parle de harcèlement, on parle nécessairement de répétition. Si un acte ou un propos n'est pas répété, ça ne veut pas dire que ça n'est pas grave, ça veut juste dire que ce n'est pas du harcèlement. Il faut vraiment qu'on soit d'accord sur ça. On peut subir une discrimination, on peut subir quelque chose qui n'est pas très agréable, mais si ça n'est pas répété, il n'y a pas le caractère répétitif, ça n'est pas du harcèlement. Dans le harcèlement, il y a aussi propos et comportement. Ça aussi, c'est important, parce que lorsqu'on parle de propos, enfin, je crois que ça parle à tout le monde.
Les propos, ce sont des paroles. Mais le harcèlement a différentes formes. Et lorsqu'on parle par exemple de cyberharcèlement, eh bien, ce sont aussi des propos en réalité qui sont écrits. Ce n'est pas juste des choses qui sont prononcées, elles peuvent être écrites, mais c'est considéré comme des propos. Donc des propos ou des comportements. Des comportements, ce sont des actes, des gestes, des positionnements. Ça aussi, c'est important. On peut harceler avec des mots et on peut aussi entrer dans ce phénomène par des gestes et des comportements. Des propos et des comportements ayant pour but ou effet. Un but, tout le monde sait ce que c'est. C'est un objectif. C'est quelque chose qu'on a voulu. Donc oui, on peut être harceleur parce que c'est exactement ce qu'on souhaitait. Mais lorsqu'on parle d'effet, ça veut dire que ça peut aussi être quelque chose qu'on n'a pas souhaité, quelque chose qu'on n'avait pas entrevu. Et lorsqu'on sait ça, peut-être qu'on peut réaliser qu'en réalité, chacune d'entre nous peut être partie prenante de ce phénomène. Arriver à un instant T et en fait avoir une mini ou une grande part de responsabilité dans ce phénomène de harcèlement qui va ensuite conduire à la dégradation des conditions de vie d'une victime. Dégradation des conditions de vie qui, pour ce qui nous concerne, peut être scolaire, mais qui n'est pas que scolaire. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez, mais je le dis tout de même, le harcèlement est un phénomène social, sociétal. On ne le retrouve pas qu'à l'école. C'est important de le dire là aussi parce que lorsque je vous donnerai le micro tout à l'heure, lorsque vous oserez, j'espère, prendre la parole, eh bien, vous prendrez la parole en tant qu'expert de vos propres expériences. Au moment où j'ai prononcé le mot harcèlement pour la première fois, peut-être que certaines d'entre vous... Est-ce que vous m'entendez bien ? Peut-être que certaines d'entre vous se sont rappelés, malheureusement, aux mauvais souvenirs de situations où, dans le présent, c'est-à-dire cette année par exemple, eh bien, ils ont été pris dans un fait de harcèlement et victimes de harcèlement. Peut-être qu'ils se sont rappelés aux mauvais souvenirs de situations où des proches ou d'élèves étaient dans ces situations de harcèlement. Donc vraiment, je ne me pose pas en tant qu'expert. J'ai la définition, certes, et j'aimerais qu'on s'accorde dessus, mais c'est vous qui êtes les experts de vos propres expériences. Ça va pour tout le monde ? J'ai presque terminé. Lorsqu'on arrive dans une école, en tout cas dans mon cas, par rapport au poste que j'occupe de remplaçant, qui est pour moi une véritable opportunité de découvrir différents collègues, différents fonctionnements d'école, différentes manières de faire, eh bien, certaines choses diffèrent. Ça, c'est vrai. Les gens ne sont pas les mêmes. Les milieux ne sont pas les mêmes. Les manières de faire ne sont pas les mêmes. Les élèves sont différents. Mais les dynamiques qui se mettent en place sont peu ou prou similaires en réalité. Une école, ça reste une école. Une classe, ça reste une classe. Les interactions restent à peu près les mêmes. Et à chaque fois, on retrouve à peu près les mêmes choses. Et lorsqu'on est au fait de la définition, parfois, ça peut arriver qu'on puisse anticiper un peu sur ce qui se passe. Lorsqu'on écoute des personnes qui sont victimes de harcèlement, l'une des choses qui revient le plus souvent, c'est « je ne me reconnais plus » ou bien « je ne me reconnaissais plus » par rapport à ce que les autres disaient de moi. Ce « je ne me reconnais plus, je ne me reconnaissais plus » est quelque chose qui est à la fois psychologique et en même temps très concret. Parfois, des personnes ne se reconnaissent plus physiquement parce que les mots des autres les auront tellement impactés que leur vision d'eux-mêmes aura fini par changer. À force que je pointe quelque chose chez toi que je considère être un défaut, peut-être finiras-tu, toi aussi, par le considérer comme un défaut et le voir exactement comme je voudrais que tu le vois au moment où je le pointe de mes mots. Vous comprenez ce que je dis ? Face à ça, parce qu'encore une fois, j'ai cru l'observer dans plein de situations différentes, j'ai pensé à une petite activité. Malheureusement, j'ai oublié mon objet, mais c'est un miroir qui me sert à faire ça. Cette activité, je l'ai appelée le jeu du vrai miroir. Pourquoi ? Parce que ce qu'on y fait en fait avec ce miroir, c'est jouer justement sur la vision qu'on a de soi-même. Puisque c'est l'image de soi-même qui est détériorée, eh bien on va essayer de la réparer. Ce que je fais avec les enfants, c'est que je prends cet objet, je le regarde, au début c'est moi qui me prête au jeu, d'accord ? Et je vais leur demander de penser à deux choses à propos d'eux-mêmes. Une chose qu'ils estiment être négative et une chose qu'ils estiment être positive. Sans surprise, souvent, ils n'ont aucune difficulté
à trouver à propos d'eux-mêmes une chose qui soit négative. Pourquoi ? Je pense tout simplement que c'est parce que une bonne partie de ce qu'on pense de nous-mêmes, de la manière dont on se perçoit, dépend de ce que les autres nous renvoient. Et vu qu'on est plutôt enclin à pointer des choses négatives chez les autres, eh bien on est beaucoup plus capable de répéter ces choses négatives. Lorsque je vous demande de me dire quelque chose que vous n'appréciez pas à propos de vous-même, peut-être n'est-ce pas quelque chose que vous n'appréciez pas réellement, mais plutôt quelque chose qu'on vous a appris à ne pas apprécier parce qu'on l'a pointé en vous faisant comprendre que c'était un défaut. Ça va ? Le jeu du miroir sert à réparer cette image. Ce que je dis aux enfants, c'est penser à deux choses, une chose positive, une chose négative. On prend le miroir et on dit la chose négative en premier. On l'a dit, mais on la chuchote à voix basse. Pourquoi est-ce qu'on l'a dit et on la chuchote ? Parce qu'en la disant, on lui donne une place. C'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas interdit de ne pas aimer quelque chose à propos de soi-même. On a le droit de ne pas apprécier quelque chose à propos de soi-même. Et il faut lui laisser une place, parce que ça existe. Donc je dis la chose négative à propos de moi-même, et ensuite je dis la chose positive. Mais la chose positive, cette fois-ci, je vais la dire fort, plus fort, assez fort pour que les autres puissent l'entendre, et que cette réalité s'impose aussi à eux. Ça va ? Lorsque j'ai fait ma part du boulot et que je donne le miroir aux élèves et qu'ils souhaitent participer, eh bien, il y a plusieurs cas de figure. Souvent, tout le temps même, j'ai envie de dire, les élèves n'ont aucune difficulté, encore une fois, à trouver quelque chose de négatif à propos d'eux-mêmes. Mais la chose positive, ils ne la trouvent pas tout le temps. Et face à ça, il y a plusieurs scénarios. Soit, encore une fois, mais oui, ça c'est pour les élèves qui sont hyper en confiance, bah, ils arrivent à trouver quelque chose de positif. C'est chouette. Je m'aime, c'est trop bien. Je donne le miroir au voisin. Mais souvent aussi, les élèves n'arrivent pas à trouver quelque chose de positif. Et dans ces cas-là, très souvent, mais pas tout le temps, ce sont les camarades qui vont venir à la rescousse et qui vont dire ce qu'ils aiment bien chez leurs camarades. Du coup, peut-être que vous l'entrevoyez là, ce qui se joue, c'est la réparation de l'image. Puisque le phénomène de harcèlement est quelque chose qui est collectif, et bien là, c'est le collectif qui vient à la rescousse pour réparer l'image qui est brisée. Lorsque ça se passe, c'est super chouette. Il y a un dernier cas de figure. Le dernier cas de figure, c'est lorsque l'élève, malheureusement, ne trouve pas de choses positives à dire à propos de lui-même, et que même le collectif ne vient pas à sa rescousse. Ça, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, ça doit normalement nous apporter des informations sur le climat de classe dans lequel on se trouve à cet instant-là. Ça va ? Si jamais vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, vous pouvez lever le doigt, m'interrompre, c'est fait aussi pour ça. Oui. Cette activité-là, elle n'est que sur le physique, mais c'est fait exprès. On peut très bien imaginer qu'on se l'accapare et qu'on en fasse autre chose. C'est une proposition que moi je fais là. Ça va ? Ok. Lorsque les élèves n'arrivent pas à trouver quelque chose de positif à propos d'eux-mêmes et que le collectif ne veut pas à la rescousse, peut-être qu'à ce moment-là, l'enseignant, justement, peut venir et apporter ses propres mots, non pas en étant dans l'exagération, mais en donnant des informations factuelles, des choses positives qu'il lui-même a observées à propos de cet élève pour participer au processus de réparation de cette image. Ça va ? Bon. Parce que je pense que qui que nous soyons ici en tant qu'enseignants, même pour les élèves les plus pénibles, eh bien, ils ont toujours quelque chose de positif en eux, toujours quelque chose de chouette, toujours quelque chose qu'on pourrait mettre en lumière. Alors on ne le fait pas tout le temps, parce que parfois on n'a pas le temps, parce que parfois le côté pénible aussi prend vraiment trop de place. Mais si on avait le temps, peut-être qu'on le ferait, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut le faire. Bon. Là, c'est la première fois que je fais ça. C'est l'instant publicité, vous allez voir. Où est-ce que j'ai mis ça ? Est-ce qu'il y a un bug ? Est-ce que ça fonctionne ? Ouais. C'est très gênant, en réalité. Mais tout ça pour dire que ça fait partie des choses que j'explique dans ce livre que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps et qui va sortir. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez essayer de vous procurer, il est en précommande, tout ça. Voilà, l'instant pub est terminé, mais il fallait que je le fasse. Merci, c'est gentil.
Ça va bientôt être à vous. Attention. Voilà. Parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous ai présenté une solution. Oui, pardon. Oui. En tant que professeur, Oui. notre position pour aller porter sur l'élève un regard sur son physique, puisqu'en fait, on doit lui ramener quelque chose de positif. Oui, on n'est pas obligé de parler de son physique. D'accord, donc là, c'est parce que tout depuis le début, c'était que sur... Oui. Pourquoi? Parce que les enfants, généralement, lorsqu'ils parlent entre eux, parlent beaucoup de leur physique. Mais nous, en tant qu'enseignants, évidemment que non. Non, c'est même, j'ai envie de dire, assez particulier d'aller porter un regard sur le physique. Ah oui. On se comprend. Oui. Parce que je me plaçais du point de vue de l'élève. Mais du coup, c'est très important. Cette question arrive à point nommé pour que je puisse repréciser ça. Parce que du coup, j'imagine que d'autres se sont dit exactement la même chose et se sont dit, mais il est bizarre quand même. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. On ne fait pas ça. Non, non, non. Certaines études disent... Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Certaines études très sérieuses ont été faites et démontrent que, même dans le corps enseignant, il y a près de 20% de profs, d'accord, qui sont harcelés. Oui. Et quand on dit qu'ils sont harcelés, si jamais il y avait d'autres personnes que des profs ici, peut-être que, et même vous, peut-être que vous supposeriez qu'ils sont harcelés par des parents. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de 20% de profs harcelés, on parle de profs harcelés par d'autres profs. Eh oui. C'est pour dire à quel point le phénomène est sociétal. Ça touche tous les corps de métier. Ça touche tout le monde, partout. Et face à ça, par rapport peut-être à ce que je vous ai dit juste avant, moi, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est, sachant que, je me répète un peu, mais vous êtes les experts de vos propres expériences, qu'est-ce que nous, on peut faire? Parce que, quelque part, l'institution est censée nous protéger. Mais, et là, je détourne une phrase qui est assez célèbre. Qui nous protège de l'institution? Et quand je dis institution, c'est l'institution avec un grand I. Si jamais ici, dans cette salle, il y a des inspecteurs ou des conseillers pédas, ce propos n'est pas que pour vous. Non. C'est important. Parce que lorsqu'on est dans une relation hiérarchique et que, en tant qu'enseignant, on se retrouve face à un inspecteur, alors oui, souvent, pas tout le temps, mais celui-ci ou celle-ci a tendance à considérer qu'elle représente l'institution, oubliant que l'enseignant qui se trouve face à lui représente tout aussi bien l'institution. Sauf que ce n'est pas au même moment. Lorsqu'en tant que prof, on se retrouve face aux parents, l'institution, c'est nous, n'est-ce pas? Donc en fait, on est exactement dans le même bateau. Qui nous protège de l'institution? Quand l'institution fait que 20% d'entre nous, un cinquième des personnes qui sont ici, statistiquement, sont peut-être harcelées ou l'ont été. Je ne vous demande pas de lever le doigt pour me dire « Ah, moi je suis dedans ». Non, ça c'est votre secret. Si vous voulez partager avec nous, bien sûr que vous le pouvez. Mais il faut garder cette donnée en tête. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est à vous de réfléchir maintenant. Oui. Est-ce que tu veux un micro? Ok.
Il est toujours là, oui. Lorsqu'on a été victime de quelque chose, c'est d'autant plus difficile d'essayer d'être neutre, comme tu as dit, mais qu'est-ce que la neutralité en même temps? Est-ce qu'elle existe vraiment face à quelque chose justement qu'on a vécu? Voilà. Et peut-être aussi le fait d'être prof aujourd'hui et de voir que, parce que tu l'as dit, le terme harcèlement n'était pas accolé à l'époque à ce que tu as vécu, et c'était peut-être toi qui étais pointé du doigt alors que c'était toi la victime. De voir qu'aujourd'hui la chose est traitée différemment, pas mieux, différemment, eh bien peut-être que ça réveille aussi des choses en toi en fait. Parce que tu te dis, mais pourquoi est-ce que pour moi ça n'a pas été comme ça? Qu'est-ce qui est différent pour qu'à l'époque ça n'ait pas été vu? Mais à l'époque, tu n'avais pas, tu n'avais pas ce terme-là. Tu ne l'aurais pas pensé comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on peut l'applaudir. C'est délicat, hein, c'est délicat, mais j'aimerais que vous gardiez en tête, là, pour les quelques minutes qui nous restent, qu'en fait, ce moment-là en particulier, qui arrive en fin de journée, avant de pouvoir éventuellement partir en vacances, dans l'esprit et physiquement, est un moment qui est pour vous. Vraiment. On parle entre nous de choses qu'on vit et qui sont vraies. Comment est-ce que vous allez aller en classe et vous occuper de situations, justement, qui pour vous n'ont pas été réglées? C'est extrêmement difficile. C'est quelque part même un peu vécu comme une injustice. Comment est-ce qu'on fait, alors qu'on nous demande sans cesse d'être bienveillant, pour mettre en place une bienveillance effective, lorsqu'en fait, cette bienveillance, nous-mêmes, on ne la ressent pas? C'est ça la question. Oui. Par rapport à ça, justement, par rapport à ce sentiment de nous-mêmes, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes au final, je trouve ça intéressant de se questionner, et d'ailleurs, c'était une réponse, Mohamedou, et je la veux bien. Quand on passe du côté justement du harcèlement, même côté des enseignants, comment on fait prendre conscience à un adulte qui n'est pas un enfant, donc qui est déjà façonné avec ses idées, avec ses valeurs, ses principes, comment on fait prendre conscience à cette personne ou à ces personnes la même chose au final qu'on pourrait faire avec les enfants, car les enfants ils ont encore cette capacité à être remaniés, si tu veux, tu peux encore leur apprendre des choses, etc. Et non pas qu'on ne puisse pas apprendre à un âge adulte, mais c'est plus compliqué de déterrer, de venir chercher en fait ce qui est mal dans tout ça. Donc si parmi vous quelqu'un a des solutions à proposer là-dessus, comment on éduque un adulte à la bienveillance pour éviter ça? Même envers les enfants, hein, le harcèlement d'adultes parfois va vers les enfants aussi, et c'est grave quand c'est le cas. Je pense que la méthode des messages clairs que l'on travaille avec les enfants peuvent tout à fait être aussi effectués envers un adulte. Faire un message clair en disant « tu m'as dit ça, ça m'a fait ça, j'ai ressenti ça, est-ce que tu t'en es rendu compte ? Comment est-ce que tu pourrais… » Ça se fait avec les enfants, mais ça pourrait se faire avec les adultes. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits entre les adultes qui font que en fait, les choses s'empirent, alors que si on disait les choses clairement au départ, eh ben les adultes comme les enfants font plus attention après à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, et ne rentrent moins dans ces situations-là. Merci. Est-ce qu'on peut faire passer le micro là-bas, s'il vous plaît? Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, juste... Bonjour. Lorsque je lis la définition, en fait, moi, je suis quand même interpellée parce qu'on parle de répétition de propos, de comportement. On ne parle pas de la passivité. On ne parle pas de la non-action aussi. Et du manque d'empathie. Parce que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, cette passivité, elle a quand même une responsabilité, en fait. Pénalement, plus tard, quand il se passe quelque chose, qu'on assiste à ça, on peut dire qu'il y a non-assistance à personne en danger. Ça se matérialise aussi, en fait, que ce soit dans les classes et dans les salles des maîtres, aussi par cette passivité, parce qu'il y a, on va dire, il y a l'esprit de corporating, il y a des gens qui ne veulent pas se sentir exclus, donc ils vont aussi rajouter des critiques, parce que... Et en fait, les gens qui vont avoir, par exemple, une répétition de propos, etc., vont dégager en fait ces zones négatives chez les autres qui, en fait, à la base, n'avaient pas de problème avec peut-être tel ou tel collègue.
Mais en fait, implicitement, ça va créer en fait un espèce de rejet, une mise à l'écart. Et pour moi, ça aussi, ça fait partie de l'harcèlement, en fait. Absolument. Je crois que ça interroge le rôle de ce qu'on appelle parfois dans d'autres discussions, le rôle de l'allié, en fait. Parce que là, on parle des messages clairs chez les enfants ou chez les adultes, mais c'est toujours un rapport qui est dual. On est en face à face. Mais comment est-ce que tu veux faire comprendre quelque chose à une seule personne? Ça devient juste une discussion. Et c'est vrai que c'est extrêmement sollicitant. Et j'imagine que pour n'importe qui, si tu venais me voir aujourd'hui en me disant, écoute, Mamadou, à chaque fois que tu fais ça, moi ça me met mal à l'aise. Peut-être que par mauvaise foi ou parce que je le pense vraiment, je te dirais, mais c'est à toi de t'endurcir peut-être. Tu vois? Vous connaissez ce genre de personne, hein? Avec un petit sourire en coin. Enfin, tu me dis ça, mais peut-être que c'est toi le problème. C'est peut-être ce qui s'est passé. Vous dites ça, mais c'est vous. Je suis désolé, la vie est dure. Il faut s'endurcir. Voilà. Parce que sinon, vous allez vous faire manger. Voilà. Donc, je viens voir moi, c'est gentil, mais tout va bien pour moi. C'est pour toi que ça va pas. Tu règles tes problèmes. Par contre, si tu me le dis, et qu'ensuite quelqu'un d'autre vient me voir, et me le dit, et qu'ensuite une autre personne vient me voir, et me le dit, j'ai pas le choix a priori. Il y a un moment donné où ça va cogiter. Parce que je suis pas idiot. Je suis une personne humaine. Je suis doté d'intelligence aussi. Et qu'on me répète 3, 4 fois le même message, mais de manière différente, eh bien forcément, ça m'impacte en fait. L'activité avec les enfants, c'est exactement celle-ci. Le fait que ce ne soit pas juste un élève qui dise moi, voici ce que j'apprécie chez toi, mais que ce soit plusieurs élèves sur différents pans de la personnalité de cet élève-là pour lequel on veut réparer cette image, je crois que c'est ça en fait la solution. Elle est collective. Parce que le problème est collectif. Je crois que c'était ça le questionnement. Personnellement, ma réponse, elle est là. Parce que tu as raison. Je peux te tutoyer? Je crois que tu as raison. La définition, elle est incomplète. On pourrait tirer encore plus et établir différents éléments qui seraient encore plus précis. Mais pour moi, la solution, elle est là, en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question, parce que je pense qu'on ne peut pas trouver de solution individuelle. Ça marche peut-être à un certain niveau, mais lorsque le phénomène est trop bien installé, il faut forcément que les autres arrivent et elles m'abandonnent en pleine phrase. Alors c'est à elle que je parle. Je plaisante. Elle m'avait prévenu. Elle avait dit qu'elle allait partir. Mais ça ne m'empêchera pas de... J'attends qu'elle ferme la porte et ensuite on va... Voilà. Mais oui, je pense que la solution, elle est forcément collective, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Oui. Est-ce que vous avez entendu ce lapsus ou pas? Vous avez entendu ce qu'elle a dit ou pas? Elle a dit supérieur, après elle a dit directeur. Vous voyez insidieusement ce que ça veut dire? Dans quelle position on se met? Position de pouvoir. Attention à tous les directeurs et directrices qui sont là. Oui, c'est vrai, vous avez un pouvoir qu'on n'a pas, mais attention. Vous n'êtes pas encore nos supérieurs hiérarchiques. Et il faut le savoir, c'est très important. Parce que du coup, ça veut dire que, potentiellement, tu t'es mise dans une position où tu te disais « je ne peux pas ». Quand bien même ce serait un supérieur hiérarchique, en fait, en réalité. Quand bien même ce serait un supérieur hiérarchique. Est-ce que parce qu'on est censé être au-dessus, on a des pouvoirs spéciaux qui nous permettent de passer au-dessus de certaines règles? Ça ne donne pas le droit de harceler. On est d'accord? Pardon? Qui parle? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas de loi qui dit c'est pas bien de harceler. C'est ça le problème. Il faut le démontrer. C'est ça. Et comment est-ce qu'on fait comprendre lorsqu'on est face à un supérieur hiérarchique? Tout l'écueil est là. Oui.
lycéenne harcelée, maman d'un gamin harcelé. C'est compliqué de tout mélanger, de faire le seuil, enfin, le tri là-dedans et de se dire que l'inspection, parfois, ne nous suit pas, ne répond pas à nos appels. Registre hygiène et sécurité, on prend note, tendez le dos, merci. Allez, bon vent. C'est dur parce qu'on n'a pas l'impression d'être soutenu. La bienveillance pour nous, parfois, moi je la fais pour mes élèves, j'essaye, mais pour moi, j'ai pas vraiment l'impression que la bienveillance arrive pour moi. J'ai l'impression que tu n'es pas la seule. Ah oui. Eh oui. Et c'est peut-être dans ces moments-là où on se rend compte vraiment qu'on est dans un système où certaines règles nous dépassent, parce que insidieusement, on pourrait se dire aussi, le fait que je fasse partie de la maison fait que peut-être ma parole va être entendue différemment. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas de passe-droit. Voilà. Et effectivement, c'est aux victimes le plus souvent d'apporter les preuves de ce qu'elles racontent. Sinon, on ne nous croit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a 0 levier. À part peut-être si, comme les parents, on mène des actions collectives. Et là, c'est un remplaçant qui parle. Il m'est arrivé d'être nommé sur un remplacement pour plusieurs jours. Je t'ai vu. D'être nommé sur un remplacement pour plusieurs jours et, avant la fin du remplacement, d'être déplacé pour faire un autre remplacement. Et lorsque je suis arrivé sur ce nouveau lieu de remplacement, on m'a juste expliqué que les parents s'étaient mobilisés. Ce qui fait qu'il y a une espèce de double peine, parce qu'en fait, dans certains secteurs, malheureusement, les parents qui ne sont pas au fait de certains codes de l'école, eh bien, ne montent pas au créneau. Vous connaissez peut-être ces familles qui vous donnent littéralement leurs enfants et dont la lecture va être double. Certains vont dire « Oh là là, c'est des parents démissionnaires. Je les vois jamais. Je comprends pas. Le matin, il pose son enfant. Le soir, il récupère son enfant. Il y a limite pas de bonjour, il y a juste un regard. Et puis, il s'en va. Je comprends pas. Il n'y a jamais d'échange. » Et il y a une autre lecture. De dire, ce parent, le matin, il te fait tellement confiance que jamais il ne prend le risque de détériorer ton image devant son enfant. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe la manière dont tu vas punir l'enfant, ce parent, il va être de ton côté d'abord. N'est-ce pas? Lorsque, dans certains milieux, les parents sont acculturés, c'est-à-dire connaissent certains codes de l'éducation, ils n'hésitent pas, peut-être que vous l'avez vu aussi, dans certaines écoles, dès qu'il y a 2-3 jours d'absence, les parents se lèvent. Ah, ils se mobilisent. Et oui, un remplaçant ou une remplaçante arrive très très vite. Parfois c'est moi. Parfois c'est moi, mais je viens pas de nulle part. J'étais pas dans mon école de rattachement à ne rien faire. Non, j'étais déjà sur un remplacement. Et peut-être que là où j'étais, les élèves avaient aussi besoin de moi. Peut-être qu'on avait une sortie natation qui était prévue et que ces élèves, parce que Covid, n'avaient pas pu aller à la piscine depuis plusieurs années. Mais c'est pas grave. Si les parents se sont mobilisés là-bas, alors il faut que j'aille là-bas pour éteindre le feu, parce qu'eux, ils l'ont vu, le feu. Tandis que les autres, ils l'ont pas vu, le feu. Ou ils nous ont fait tellement confiance qu'ils se sont dit, vous allez l'éteindre de toute façon. Si jamais ça se passe comme ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. On vous fait confiance, on fait confiance à l'institution. Est-ce qu'on est censé faire confiance à l'institution tout le temps? C'est ça la question. L'autre question. Quoi qu'il en soit, si jamais on se mobilise, si jamais il y a des actions collectives, probablement qu'on a plus de force. Que ce soit des parents, que ce soit des enseignants, pour le phénomène du harcèlement ou pour d'autres choses. Ce que je suis en train de dire, peut-être un peu difficile à entendre lorsqu'on se dit mais finalement j'ai tout fait. Moi je suis une maman, je suis un papa, mon enfant il a été harcelé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis allé voir le corps enseignant, je suis allé voir au-dessus, j'ai écrit des mails, j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est vrai. Mais peut-être que si d'autres parents avaient été avec toi, ton message il serait passé. Ouais, c'est sûr et certain. Ce qui est difficile, c'est de faire ouvrir les yeux aux autres. Ou de faire en sorte que même s'ils ont vu quelque chose, ils sortent de leur silence. Parce que, et c'est ce que tu disais, il y a une partie qu'on ne montre jamais, c'est la partie silencieuse en fait, qui participe insidieusement à ce phénomène de harcèlement. Eh oui, quand tu vois quelque chose qui ne doit pas avoir lieu et que tu ne dis rien, malheureusement, tu participes à la chose. Tu penses peut-être que tu es neutre.
mais tu participes à la chose. Mais si tu te lèves, ou si tu dis une parole, si tu dis stop, et qu'une autre personne dit stop, ben là, vous avez du poids. Là, vous avez le pouvoir. Oui. Absolument. Avec l'empathie, justement. Je reviens sur... On dirait que je suis en train de me faire de la mauvaise pub, mais... lorsque... Comment dire? Intimer, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça du tout. Je sais bien, certains ont des trains, tout ça. Merci d'être venus. Bonnes vacances à vous. Au revoir. Je pense qu'on intime les choses par la bienveillance. C'est-à-dire que lorsqu'on réussit à faire en sorte que les mots qui sortent de la bouche des enfants soient quelque chose qui s'apparente à des compliments, eh bien en fait, ils sont déjà dans cette prise de position en disant je vais être le premier à te dire voici ce que j'apprécie chez toi. C'est chouette ça. C'est chouette ça. Les autres, évidemment, ils ont envie de suivre. Et puis ils savent qu'aussi leur tour va arriver. Oh tiens, quand j'aurai le miroir, qu'est-ce que les autres ils vont bien pouvoir dire à mon propos? Voilà. Et c'est pas de l'hypocrisie, parce que si t'as pas envie de parler, tu parles pas. Mais tu sais que tes amis vont venir à la rescousse. Et c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent de toi. Et lorsque tu as cette force-là, si jamais ça devient une habitude, parce que ça ne doit pas être une activité qui se fait sur un instant T. Non, c'est quelque chose qui doit être ritualisé. On sait très bien ce que c'est que la force du rituel ici. Si jamais on fait en sorte que ce soit institué de manière régulière dans l'emploi du temps des enfants, au bout d'un moment, ça devient une habitude. Et lorsqu'on est habitué, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un réflexe. Et lorsque c'est un réflexe, on ne réfléchit plus, on fait. Les gens qui, lorsqu'il y a une agression quelque part, se lèvent et pour lesquels nous, on est impressionnés. Wow, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire, mais je ne l'ai pas fait. Lui, il l'a fait. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Mais c'est son entraînement qui a fait que. C'est son positionnement. Peut-être qu'il a vécu d'autres situations dans lesquelles il était exactement comme moi je suis à cet instant-là, en train de réfléchir à ce qu'il devait faire. Et il s'est dit, la prochaine fois, c'est sûr, je vais bouger.
Du coup, tu es beaucoup plus vigilant. Et du coup, lorsque ça se produit, parce que c'est sociétal, ben, tu es prêt. Et il suffit juste de cette première fois pour que d'autres te suivent. Mais il faut cette première fois. Et je pense que la clé, c'est la bienveillance, mais la vraie. La vraie. Et la vraie, c'est celle-ci. Vous êtes deux. Oui. On parle de la victime, et c'est aux victimes qu'il faut penser en premier. Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup se poser la question de pourquoi le harceleur a cette attitude. Parce que si on résout pour une victime la question, ça ne veut pas dire que ça va pas se reproduire avec d'autres. Absolument. Il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Absolument. Et pareil, on n'a pas beaucoup de moyens pour, ni dans nos formations initiales et continues, pour faire face au fond du problème. Absolument. Et c'est pour ça, je pense que, enfin là c'est un avis personnel, hein, je pense que le fait de déplacer un harceleur n'est pas une véritable solution. Parce que la chose se reproduira autre part si on n'a pas réglé ce problème de fond. Ce qui se passe lorsque... et là, encore une fois, c'est suite à cette expérience-là, une fois je l'ai fait en classe et un élève a pris la parole et ce qu'il avait à dire à propos de sa camarade n'était absolument pas gentil. C'était pas chouette du tout. Voilà. Et d'ailleurs, lorsqu'il a pris la parole, la camarade en question m'a dit oula, lui, à chaque fois qu'il parle de moi, c'est pas chouette. Je lui ai dit mais t'inquiète pas, c'est une bonne ambiance là. Tu vois, les autres, ils ont pris la parole juste avant, ça s'est bien passé. Ça va bien se passer. Il lance son truc, c'est une bombe. Wow. Je dis, mais qu'est-ce que je fais, moi? Ce qu'il a dit n'était absolument pas sympa. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le collectif qui l'a regardé bizarrement. Ah, t'es sérieux, toi? Tout le monde joue le jeu et il n'y a que toi qui fais ça. Attention, parce que toi aussi, on pourrait t'en dire des choses. Voilà ce qui s'est passé. Et du coup, l'enfant s'est ravisé. Alors, j'ai pu arrêter le truc avant que les autres ne se mettent sur son dos. Parce que là aussi, sinon, c'est une situation de harcèlement qui est inversée. Le but, c'est pas que le harceleur se retrouve harcelé, sinon on n'a rien compris. Voilà. Mais c'est ça qui allait se passer. Il l'a fait une fois, il l'a pas fait deux fois. Non. La fois d'après, lorsqu'il a pris la parole, c'était pour dire quelque chose de sympa. Pas pour la même personne. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans l'hypocrisie. Il y a des personnes avec lesquelles on n'a juste pas d'affinité. Ou on n'a pas cette affinité. Il y a des personnes qu'on n'apprécie pas beaucoup. Et pour lesquels on doit vraiment chercher pour trouver quelque chose de positif. N'est-ce pas? Là, je pense à tous vos collègues qui sont pénibles à l'école. Ouais. Donc on ne va pas se forcer, mais on va laisser la parole à d'autres. Et lorsqu'on est capable de le faire pour certains, alors on va le faire. Parce que cette fois-ci, on est prévenu. On sait en fait ce qui peut se passer si jamais on ne joue pas son rôle de la bonne manière. Vous voyez? Oui. Merci. Ah oui, et j'abonde dans ton sens. Je pense effectivement que l'une des pires choses, c'est de garder les choses pour soi. Voilà. On est toujours là à dire à nos élèves, justement, il faut nous parler. Il faut nous parler. Mais on n'est pas prêt, souvent, à accueillir en fait la parole. On dit aux enfants, parlez-nous, mais dans notre tête, on se dit, j'espère que ce que tu vas me dire, c'est bien quand même. Voilà. Parle-moi, mais préserve-moi un peu, s'il te plaît. Parce que si ça sort du cadre, je suis pas sûr que je pourrais t'aider. Voilà.
Mais ça s'apprend à recueillir la parole. Et il ne faut pas, je crois, se mettre trop de pression en se disant c'est pas parce que c'est moi qui recueille la parole que ça veut dire que c'est à moi de régler le problème. Parfois, ayons l'humilité de se dire je n'ai pas tout de suite la solution. Par contre, je vais y réfléchir. Et peut-être que ce n'est pas moi qui vais réfléchir tout seul. On va y réfléchir. Et je vais en parler aux collègues. Parce qu'encore une fois, si on vit tous ensemble dans ce système, en réalité, les situations que l'on pense être exceptionnelles n'ont rien d'exceptionnel. Elles se répètent. Les interactions se ressemblent beaucoup. C'est vrai ou pas? Donc, ce qui rend la chose exceptionnelle, c'est juste le fait qu'on soit des personnes différentes. Mais les interactions en elles-mêmes, sont identiques. Si jamais c'est le cas, ça veut dire que peut-être que moi, ce que j'ai vécu, quelqu'un d'autre l'a vécu. Et c'est pas parce que lui en a pas parlé que ça veut dire que moi, je dois me priver de lui en parler. Et qu'on va réfléchir dessus ensemble et qu'on va essayer de trouver une solution ensemble. Encore une fois, je pense vraiment que la solution, elle doit être collective et non pas individuelle. Voilà. On fait un métier qui est paradoxal. Parce qu'on est seul alors qu'on est entouré de personnes. On est entouré d'enfants. Il y a des adultes dans l'école. Il y a une institution. Il y a des parents. Mais on est tout seul. Et c'est cette solitude contre laquelle il faut aller. Parce que ce n'est pas un métier qu'on peut exercer seul. On est tout seul, mais c'est un métier qu'on ne peut pas exercer seul. La preuve, s'il n'y a pas d'élèves dans la classe, tu n'es pas prof. Tu es prof parce que tu as des élèves en face de toi. Tu remplis ta fonction parce que tu n'es pas seul. Donc ne te caricature pas. Voilà. Et je sais aussi que c'est bizarre parce que beaucoup d'entre nous ont signé pour ce métier en se disant quelque part, mais justement j'ai envie d'être tranquille. Voilà. J'ai pas mon supérieur qui est dans le bureau à côté. Même le directeur, parce que c'est pas mon supérieur. Voilà. Il est là-bas, dans un bureau, à la DSDEN, des fois, loin. Voilà. Donc je suis tout seul aux commandes, ça c'est cool. Ok. Mais suis-je vraiment tout seul en fait? Non, je suis pas tout seul. Il y a les collègues qui sont là. Ça arrive parfois, on a des moments un peu informels comme ça, où on peut se confier les uns aux autres sur les difficultés du métier. Et ça fait du bien d'en parler. C'est vrai ou pas? Mais ça arrive trop rarement. Voilà. Donc, moi, je ne serai pas dans vos classes, dans vos écoles, pour accueillir votre parole. Parce que je ne suis pas payé pour ça. Mais ça ne doit pas, je crois, vous priver, nous priver, d'essayer de discuter pour, encore une fois, essayer de régler les situations qui nous concernent toutes et tous. Je ne sais pas quelle heure il est, je pense qu'on arrive à la fin. Ouais. Merci. Merci. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vos applaudissements en disent un peu quelque chose, mais parfois aussi on applaudit parce que les autres applaudissent. Voilà. Donc je sais, mais en même temps, je ne sais rien du tout. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent, d'avoir participé. Et j'espère que ce qu'on s'est dit aujourd'hui sera source de réflexion pour la suite. Passez de très bonnes vacances et peut-être à l'année prochaine. Merci.